Je ne suis pas un assassin. Dans les années 70, des milliers de jeunes occidentaux traversent l'Asie à la recherche de liberté, de spiritualité et d'aventure. On appelle ce voyage mythique la route hippie. Mais ce que ces voyageurs ignorent, c'est qu'un homme les observe. Un homme qui change d'identité comme de visage. Un manipulateur froid, intelligent, patient. Son nom est Charles Sobhraj. Voici l'histoire vraie de celui que la presse surnommera plus tard le Serpent. En criminologie, Charles Sobhraj correspond à la catégorie des prédateurs organisés. Contrairement aux tueurs impulsifs, il planifie chaque interaction. Il sélectionne ses victimes selon des critères précis. Jeune, occidental, voyageant seul, sans réseau local, souvent en rupture familiale. Il n'agit jamais sous l'effet de la colère. Les causes de la mort sont choisies pour éviter toute alerte immédiate, retarder la découverte du corps, brouiller les pistes médicales. L'empoisonnement devient son outil principal. Lorsqu'il estime que la victime peut survivre ou témoigner, il utilise alors des méthodes secondaires, asphyxie ou strangulation, de manière rapide et discrète. Les premières victimes formellement liées à Sobhraj apparaissent en Thaïlande en 1974 à 1975. Les autorités locales enregistrent plusieurs décès de touristes occidentaux dont les corps présentent des signes communs. Absence de blessures visibles, symptômes compatibles avec une intoxication, papier d'identité manquant. À l'époque, chaque dossier est traité isolément. En avril 1975, 2 touristes néerlandais disparaissent après avoir été vus avec Sobhraj à Bangkok. Leurs corps sont retrouvés sur une plage près de Pattaya. Rapport médico-légal, empoisonnement, brûlure post-mortem destinée à empêcher l'identification. Les enquêteurs concluent à une tentative délibérée d'effacement d'identité. Les passeports sont absents. C'est la première fois qu'un lien direct avec Charles Sobhraj est établi. À partir de 1975, les décès se multiplient dans plusieurs pays. Les schémas se répètent. Les victimes ont presque toutes rencontré un couple franco-indien se présentant comme bienveillant. Parmi les victimes attribuées à Charles Sobhraj figure Vitali Hakim, un ressortissant turc retrouvé mort en Thaïlande, dont le décès est attribué à une intoxication suivie d'une asphyxie. Avoni Jacob, de nationalité israélienne, est décédé après avoir ingéré une substance toxique, son corps ayant été retrouvé à proximité de Bangkok. Laurent Carrière, citoyen français, a été retrouvé sans vie à New Delhi et son passeport a ensuite été utilisé par Charles Sobhraj pour poursuivre ses déplacements. Un autre cas, plus controversé, concerne Anand Sheela, un ressortissant indien dont la disparition n'a jamais été élucidée après un contact avéré avec Sobhraj. Plus largement, plusieurs victimes n'ont jamais pu être identifiées et les autorités estiment que certains corps ont été incinérés ou abandonnés sans aucun document permettant d'établir leur identité. Charles Sobhraj n'agit pas seul. Sa principale complice est Marie-Andrée Leclerc, une jeune Canadienne sous emprise psychologique totale. Elle participe à l'approche des victimes, à leur mise en confiance, à la logistique et parfois à la préparation des substances toxiques. Les experts décrivent une relation de domination mentale absolue. D'autres complices temporaires gravitent autour du réseau, chauffeurs, intermédiaires, passeurs. Cette organisation souple permet à Sobhraj de disparaître rapidement d'un pays à l'autre. L'enquête décisive ne débute pas dans un commissariat, mais dans une ambassade. En 1975, à Bangkok, le diplomate néerlandais Herman Knippenberg enquête sur la disparition de 2 ressortissants de son pays. Il remarque des incohérences dans plusieurs dossiers de décès de touristes occidentaux. En croisant les informations, il identifie des éléments communs. Les mêmes hôtels, les mêmes profils de victimes, les mêmes faux passeports, le même homme. Sans moyens policiers, Knippenberg collecte des preuves seul. Il fouille des appartements abandonnés, récupère des documents dans des poubelles, compare des passeports, interroge des témoins ignorés par la police locale. Peu à peu, un nom revient sans cesse, Charles Sobhraj. Il alerte Interpol, mais la coopération internationale est lente, fragmentée, parfois inexistante. Pendant ce temps, Sobhraj continue de voyager.
En juillet 1976, à New Delhi, Charles Sobhraj est finalement arrêté après une tentative d'empoisonnement collectif ratée. Cette fois, plusieurs victimes survivent et témoignent. Il est condamné en Inde à 12 ans de prison. Cette condamnation, paradoxalement, lui évite l'extradition vers la Thaïlande où il risquait la peine de mort. En 2003, il est reconnu dans un casino à Katmandou, au Népal. Arrêté immédiatement, il est jugé pour 2 meurtres commis en 1975. Le verdict tombe, prison à vie. Officiellement, seuls 4 meurtres ont donné lieu à des condamnations judiciaires. Mais selon Herman Knippenberg, chaque fois que nous creusions, un nouveau dossier apparaissait. Les raisons pour lesquelles le chiffre réel est impossible à établir, coopération policière quasi inexistante dans les années 70, corps non identifiés, faux noms et faux passeports, décès classés comme accident ou overdose. Les estimations sérieuses parlent de 12 à 30 victimes. Certains chercheurs avancent même un nombre supérieur. Après des décennies de cavale, d'arrestations et de condamnations, le destin de Charles Sobhraj prend un tournant inattendu à la fin de l'année 2022. Le 21 décembre 2022, la Cour suprême du Népal ordonne la libération de Sobhraj pour des raisons de santé, considérant qu'il avait déjà purgé une grande partie de sa peine et que le maintenir en détention permanente n'était pas conforme aux droits humains, notamment compte tenu de son âge avancé et de ses problèmes médicaux. 2 jours plus tard, le 23 décembre, il est officiellement relâché de la prison centrale de Katmandou après près de 20 ans derrière les barreaux pour des meurtres datant de 1975 et 1976 et immédiatement déporté vers la France, son pays de nationalité. Sobhraj arrive à Paris sous escorte, marquant la fin de sa période d'incarcération et le début d'un nouveau chapitre de sa vie en liberté. La décision de la justice népalaise s'appuie sur les lois locales qui permettent la libération des détenus âgés ou malades ayant purgé plus des 3/4 de leur peine, ainsi que sur la bonne conduite observée en détention. Depuis son retour en France, Charles Sobhraj vit en tant que citoyen ordinaire, soumis aux règles administratives de son pays d'origine. Il ne peut pas retourner au Népal pendant au moins 10 ans, conformément aux conditions de sa libération et de son expulsion. Malgré sa libération, son nom reste associé à une série de meurtres internationaux commis entre 1970 et 1976 et son histoire continue de fasciner le public mondial. Des séries et des films inspirés de ses crimes continuant d'être diffusés, rappelant son parcours criminel et ses évasions spectaculaires. Ainsi, en 2025, Charles Sobhraj n'est plus derrière les barreaux, mais son nom reste l'un des plus célèbres et dérangeants de l'histoire criminelle moderne.